Bonjour à tous. L'État doit-il nous manipuler pour notre bien commun? Coralie Chevalier, chercheuse en sciences cognitives et comportementales à l'École normale supérieure, et Mathieu Perrona, directeur exécutif de l'Observatoire du bien-être, sont nos invités à partir de 12h55. Ils sont les auteurs de Comment adapter l'action publique à la psychologie humaine. Mais d'abord, on ouvre la boîte à souvenirs de Johanna Hadji-Thomas et de Khalil Jorej. Prix Marcel Duchamp en 2017, ils ont développé ensemble, en couple, une démarche à la fois plastique et cinématographique. On y revient aujourd'hui avec les deux cinéastes et artistes libanais, réalisateurs du film Memory Box, en salle mercredi prochain. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Installée au Québec, une femme libanaise, Maya, et sa fille reçoivent le jour de Noël un mystérieux colis en provenance de Beyrouth. C'est sa fille Alex qui va se replonger d'abord dans les souvenirs de sa mère contenus dans cette boîte, cassettes, photos, lettres envoyées par Maya, alors ado dans un pays en guerre, à sa meilleure amie, partie se réfugier à Paris avec sa famille. Memory Box, bande-annonce. Bonjour. Bonjour, j'ai un colis pour Maya Sanders. Oui, c'est ma mère. C'est pas pour nous. C'est quoi tout ça? C'est des cahiers que j'écrivais quand j'étais encore au Liban à une amie qui était partie vivre en France. Lisa. ليزا بتخيل شو صار قصة. Je reconnais pas ma mère. Elle a tellement changé. Parce que tu sais les cahiers de ta mère, ça va te rendre folle. ليلتها تبكت على التقيل. Beyrouth est détruite. Je t'avais interdit de toucher à mes cahiers. C'est ma faute? Tu dis jamais rien. Raja, son amie Lisa à la guerre, elle m'en a jamais parlé. Tout ce que tu dis, c'est des mensonges. Toute ta vie, c'est un mensonge. Raconte-moi ce qui se passe. J'ai besoin de savoir. Je sais plus ce qui est vrai, où ça commence, comment je termine les choses. Et bonjour à vous, Johanna Hadji-Thomas. Bonjour. Bonjour, Khalil Jorej. Bonjour. Ravie de vous avoir tous les deux aujourd'hui autour de cette grande table culture. La mère et la fille, elles se ressemblent beaucoup, mais elles n'ont pas la même histoire et surtout elles n'ont pas la même jeunesse. Ce n'est pas pareil de grandir dans un pays en guerre et dans un pays en paix. Quelle adolescente la fille va-t-elle découvrir chez sa mère, Johanna? Elle va découvrir une femme, enfin une jeune femme qu'elle ne reconnaît pas en fait, très passionnée, pleine de vie, parce que elle a envie d'aimer, elle a envie de rêver, et sa mère est une de ces femmes qu'on sent un peu coupée d'elle-même. Elle est là, mais pas totalement, elle n'est pas totalement présente. Et ça, sa fille le ressent, et c'est pour ça qu'elle va aller chercher. Elle va aller chercher dans ses cahiers pour comprendre un peu mieux comment sa mère a changé et pourquoi. Donc elle fait un saut dans le temps en ouvrant ses cahiers, en réécoutant ses cassettes et en se plongeant dans l'histoire, la jeunesse de sa mère. Mais c'est vrai que quand on est femme, à plus de 40 ans, 50 ans, l'âge de l'héroïne, de la mère de cette adolescente, on a du mal pour la fille, pour une fille d'imaginer que sa mère a été à un moment jeune, tout particulièrement dans un contexte aussi particulier que celui du Liban dans les années 80. Oui, mais là, elle a accès à ses cahiers, elle a accès à tout parce que, en fait, tout a commencé aussi parce que moi, j'ai eu accès à ces cahiers que j'avais écrits à ma meilleure amie dans les années 80, mais qui étaient restés avec elle. Et comme on s'était un peu perdu de vue pendant quelques années avant de se retrouver comme si de rien n'était, on s'est échangé ces cahiers, mais 20 ans après. Et plongée dans cette jeunesse, la mienne, je me suis dit que ce serait très intéressant de voir comment ma fille, et notre fille Khalil et moi à l'époque, voulaient lire ces cahiers, mais je n'avais pas très envie de les lui faire lire parce qu'il faut garder une distance quand même par rapport à la jeunesse de sa mère au même âge.
Mais ça nous a vraiment donné envie de mettre ça dans un film et d'en faire le sujet de Memory Box. Mais votre fille avait envie de les ouvrir, ces cahiers. Elle avait envie de savoir. Très envie. Et de lire et d'écouter les cassettes, surtout. Quelles questions, les premières questions, quelles questions elle vous a posées à tous les deux? Il y avait plein de genres de questions. Il y avait des questions par rapport aux conditions spéciales qu'on vivait, c'est-à-dire vivre pendant une guerre, mais aussi, surtout, ce qui l'intéressait, c'était les histoires d'amour et comment on se débrouille avec les histoires d'amour. C'est-à-dire que les adolescences, les histoires d'adolescence sont presque universelles, on pourrait dire. Et en lisant les cahiers de Johanna, ce qui était fascinant, c'est qu'on comprenait très peu la guerre. Ce qu'on voyait, c'était une volonté, une intensité de vouloir vivre coûte que coûte, de sortir, d'avoir ce t-shirt, d'écouter cette musique. C'est une pulsion de vie au milieu de moments qui paraissaient exceptionnels pour d'autres, mais qui pour nous paraissaient tout à fait naturels et normaux. Mais vous n'avez jamais eu d'autre amour que Khalil, non, Johanna? On a l'impression qu'on vous a toujours... Les sont là pour en témoigner. On vous a toujours connus tous les deux. Vous êtes un couple au travail et un couple dans la vie aussi. Donc, il y a une vie avant. Et ça, votre enfant, a pu aussi la découvrir. Non, elle n'a pas lu ces cahiers. Elle ne les a pas lus. Non. Mais Khalil est dans les cahiers. Quel adolescent vous étiez tous les deux? Comment vous vous raconteriez? Moi j'étais très très différent, j'étais en recherche d'identité, d'intensité, il y avait aussi bien des fascinations pour des situations exceptionnelles, parce que la guerre excuse tout. Je peux avoir une mauvaise note, c'est dû à la guerre. Je peux avoir une certaine fascination pour l'intensité du moment. Mais ce que ça nous a donné, c'est que ça a créé aussi des liens très très forts avec des amis qu'on continue à voir depuis des années. C'est une toute petite société. Et en même temps, ça nous a affectés profondément sans qu'on le sache immédiatement, mais petit à petit. C'est-à-dire peut-être que ça nous a... Johanna et moi, on n'a pas étudié l'art ou le cinéma, mais c'est peut-être les guerres qui ont provoqué en nous le désir de commencer à faire des images, à raconter des histoires, à voir comment on pouvait sortir de ces états-là. Et finalement, elles étaient là très tôt, ces images, puisque c'est cette boîte à images que vous rouvrez aujourd'hui pour réaliser ce film, Memory Box. Intensité, vient de dire Khalil Jorej à l'instant, Johanna Adjitoma, et c'est vrai que c'est le mot qui vient à l'esprit quand on voit la jeunesse de cette femme, Maya. Elle brûle la vie par les deux bouts. C'est le contexte aussi qui crée ça, cette urgence de vivre. Il y a cette urgence de vivre, il y a ce désir, cette fureur presque de vivre, d'exister, de sortir de ce quotidien où quand même il y a beaucoup de bouleversements. Il y a on voit bien, quand j'ai relu mes cahiers, ce qui était très frappant, c'était le fait qu'on n'allait souvent pas à l'école, on descendait dans les abris, mais on voulait absolument aller au cinéma le samedi soir, quitte à mentir aux parents. On était dans ça en fait. Et on a eu très envie avec Khalil de montrer ce qu'on avait vécu ou comment on peut vivre une guerre en général de façon très différente, sans trauma particulier, même si on voit bien que tout ça est très lourd à porter, mais dans cette envie, ce désir, et puis de montrer aussi que ces réminiscences, cette musique, ces photos, parce qu'il y a aussi pour nous une sorte d'histoire de la photographie qu'on déroule dans ce film, avec les polaroïdes, les photos bonus, les photos arrondies, comme ça, ça va être très présent dans le film, mais c'est aussi une jeunesse qui est vue, et ça c'est très important dans le film, par les yeux d'une jeune adolescente d'aujourd'hui et qui va être réactivée, ce passé sera réactivé avec les outils d'aujourd'hui. Le smartphone avec lequel elle fait des images, des cahiers de sa mère, des photographies, elle zoome dedans, elle les anime, elle les récrée parce qu'en fait elle ne connaît rien des années 80 ou de la guerre civile ou du Liban. Mais c'est comment elle va lire la vie de sa mère et se l'imaginer entre réalité et fantasme. D'ailleurs, c'est intéressant quel statut vous accordez aux images. Elles sont vivantes avec vous, on le voit dans ce film, ces images qui se mettent en mouvement, ces personnages qui sortent du cadre. Toutes les images sont une matière vivante pour vous. Mais il fallait que ce soit très sensuel, en fait. On voulait travailler la texture de l'image au cinéma aussi.
On retrouve ça dans d'autres projets que vous avez déjà réalisés ensemble et je pense notamment au Wonder Beyrouth. Vous avez concouru pour la 9e édition du prix Pictet avec ce projet-là, projet exposé depuis, projet en 3 parties, où les images sont blessées. Elles peuvent être porteuses de cicatrices elles-mêmes dans le vif de l'image, avec cette série de cartes postales qui montrent le Beyrouth idéal, la Riviera, l'âge d'or de la ville, celui d'avant la guerre, avec ses photos prises par un photographe fictif et pyromane que vous avez imaginé. Pourquoi il brûle ces images? Il les brûle pour les rendre conformes à son présent. C'est-à-dire que c'est un photographe qui avait, dans notre fiction, puisqu'il s'agit d'une fiction, c'est un photographe qui aurait fait les photos du Beyrouth des années 60-70 qui ont été très étrangement revéhiculés après les guerres, alors que ces lieux-là n'existaient plus. Et dans notre histoire, lui, il était dans cette recherche d'essayer de rendre compte de son présent. Donc, en détruisant ces images, il essayait de les rendre plus conformes à son présent, à ce qui se passait véritablement. Donc, la façon dont nous, on a procédé, c'est qu'on a brûlé les images en les refotographiant à chaque fois, en suivant les étapes, les informations qu'on avait de ces... Donc, ce sont des processus historiques. C'est une tentative d'écrire une histoire contemporaine de Beyrouth. Mais ce qui était important pour nous, c'est que, et c'est un principe qu'on va retrouver très souvent dans tout notre travail, on ne s'intéresse pas tellement à représenter la violence ou la guerre, mais plutôt à voir comment celle-ci va affecter elle-même l'image et la représentation, comment elle va transformer la narration, la façon de raconter une histoire ou les enjeux de l'image. Donc Wonder Beyrouth, dont certaines images vont se retrouver dans le film Memory Box, c'est une des stratégies qu'on emploie pour ça. Mais vous êtes comme ce photographe pyromane. Vous avez, vous deux, un besoin permanent d'ajuster vos représentations avec la réalité ou avec le présent? Ce qui nous intéresse, c'est le présent. C'est comment on vit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Le passé est parfois convoqué, réactivé, mais juste pour nous aider à mieux vivre aujourd'hui ou à se reposer des questions. Nous, on se voit un peu comme des gens qui cherchent, des gens qui cherchent, qui se posent des questions. Et là, par exemple, c'était aussi ce rapport avec notre fille qui nous a beaucoup questionné. Comment, en fait, on vit l'adolescence de nos enfants, qu'est-ce qu'on en fait, comment ils nous regardent, comment ils regardent notre jeunesse et comment ils se demandent qu'est-ce qu'on a fait de toutes ces années, en fait. Et est-ce qu'on a été au bout de nos rêves? Mais ce travail sur la transmission, il est bien sûr entre 3 générations, parce qu'il met en scène une grand-mère, une mère et sa fille, mais en même temps, même si ce film s'interrogeait sur le passé de cette transmission, étrangement, on a terminé de filmer avant ce qui s'est passé au Liban. Et le film, aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe, il a... C'est-à-dire avant l'explosion du port de Beyrouth, avant la pandémie. Voilà. Ouais. Et on est en train de tourner l'endroit où cette explosion a eu lieu. Et le film continue à avoir une pertinence, un écho. Il est réactivé encore plus au présent. Tristement, en fait, parce qu'on a fini de tourner vraiment juste avant l'effondrement économique et des phrases tirées de mes cahiers qu'on entend très bien dans le film. Qui était supposé raconter quelque chose des années 80 ont des échos très forts aujourd'hui et c'est comme si on pouvait dire les mêmes phrases aujourd'hui. Comme quoi? Lesquelles? Par exemple, quand elle parle de la dévaluation de la livre, quand elle parle des leaders qui sont corrompus, quand elle parle de la tristesse aussi qu'il y a, l'effondrement des parents, c'est ce qu'on traverse aujourd'hui. L'exil. Et aussi une certaine forme de résilience, d'énergie qu'on trouve aujourd'hui. Mais c'est fou quand même ce passé qui ne passe pas, comme on dit. Vous dites que vous vous intéressez surtout au présent et en même temps, ce passé, il est en permanence réactualisé, toujours là. Comme s'il y avait une espèce de brouillage, pas simplement entre la fiction et la réalité, mais aussi un brouillage temporel permanent au Liban. C'est ça, on a l'impression que ce sont comme des cycles en fait de destruction et de reconstruction, de désastre et de régénération. Et on a voulu montrer ça aussi dans le film. On a besoin aussi de se dire qu'il y aura une régénération. Il est où le rôle de l'artiste alors dans tout ça ? Il est dans beaucoup de choses. Peut-être d'essayer de représenter, c'est-à-dire de donner à voir presque de façon palpable certaines formes de construction d'imaginaire. Quand on parle d'imaginaire, c'est des fictions et des réalités, c'est-à-dire
de se rendre compte de certaines complexités, de certaines représentations, de certaines constructions qui sont très très importantes. Et puis, c'est de raconter autrement une histoire en montrant d'autres réalités, de déplacer le regard pour pouvoir voir à nouveau. Et puis il y a un rôle de transmission à vous entendre tous les deux, ce que vous repartez de ce que vous avez voulu raconter à votre fille, mais c'est aussi une transmission générationnelle qui se joue en rouvrant cette memory box, cette boîte à mémoire, cette boîte à souvenirs. On y retourne dans le film. Je t'ai demandé 1000 fois de me parler de ton passé, tu l'as jamais fait, tu dis jamais rien. T'es absente, occupée ou fatiguée. Tout ce que tu dis, c'est des mensonges. Toute ta vie, c'est un mensonge. Mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute la guerre, que t'aies perdu Raja, que t'aies perdu Lisa ou que t'aies perdu ton frère. C'est pas de ma faute que maintenant t'as tellement changé que t'as une vie pourrie, que t'as plus de passion. Pardon. Raconte-moi ce qui se passe après, j'ai besoin de savoir. C'est étrange. Quand je repense à notre maison, je la revois encore comme si je l'avais quittée hier. Je me souviens de tout, dans les moindres détails. Elle était triste. Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. Voilà, avec la musique des Stranglers, et on entend cette musique qui venait d'ailleurs aussi, des États-Unis, d'Angleterre, d'Europe, jusqu'à vous, au Liban, durant cette jeunesse-là. Juste pour comprendre, tous les deux, vous êtes restés au Liban pendant la guerre. Quand est-ce que vos familles, vous êtes partis, vous avez quitté le pays? Aujourd'hui, vous êtes en partie installés en France aussi. Nous, nos familles n'ont jamais quitté le Liban. Moi, j'ai grandi au Liban. Je suis partie après la guerre, mais pour revenir, pour repartir. Et là, on vit en partie au Liban. Et vous aussi, entre les deux. Ouais, vous faites partie de ceux qui sont restés. Moi, je suis parti un peu plus tôt, parce que je suis parti dans les années 85, après qu'il y ait eu un drame en famille. Et je suis venu quelques années passer mon bac ici. Pourquoi ce mutisme, comme on l'entendait dans l'extrait? Pourquoi ce silence, comme si à ce moment-là, la transmission est impossible? Il y a certaines histoires qui sont difficiles à raconter, certaines histoires qui sont obscures pour les personnes. Il y a certains secrets de famille aussi. La transmission, c'est très très complexe parce qu'on croit pouvoir raconter, on croit avoir raconté, mais en fait, on n'a pas bien raconté ou on n'a pas su raconter, pas su trouver les bons mots, etc. C'est le principe de l'éducation. On a toujours raté cette transmission-là. Mais il y a des choses qui parfois se transmettent sans le vouloir, et comme certaines musiques, par exemple, on est toujours étonné quand nos enfants reprennent des musiques qu'on écoute. On ne sait pas d'où ça vient, c'est pas nous qui le leur avons dit. Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe, qui se transmet. Et il y a d'autres moments où, volontairement ou involontairement, on rate complètement ce passage. Dans le film, vous conjuguez vos deux histoires réellement. Est-ce que ça veut dire que vous avez maintenant, aujourd'hui, la même boîte à souvenirs, ou est-ce que vous avez quand même chacun la vôtre? Est-ce que vous les avez fusionnés, vos deux boîtes? Non, je ne crois pas qu'on les ait fusionnés. Je pense c'est comme un dialogue entre nous, entre les photographies que Khalil a fait dans les années 80 et Mekahi. Et pour faire en fait la matière du film, on a dû aussi refaire beaucoup de photographies avec tous les acteurs, et on a quelque part retravaillé nos deux boîtes à mémoire, justement. Mekahi sont présents dans le film, mais il y a des ajouts additionnels, des photographies que Khalil a faites. Donc, et c'était très jouissif en fait de faire ça. Et donc en faisant ça, quelque part, et mes cahiers, lettres et tout ça, les cassettes et ces photographies se sont transformées pour les besoins de la fiction. Et ce qui est très beau aussi, c'est de voir qu'on a beaucoup voyagé avec ce film, on l'a montré dans des endroits très différents, et les spectateurs, qu'ils soient libanais ou pas, qu'ils connaissent la situation, ils s'emparent de ces boîtes à souvenirs et ils rajoutent leurs souvenirs. Donc quelque part, ça n'a pas fusionné, mais c'est comme une sorte de transformation continue de ces souvenirs, parce que c'est les réminiscences des uns et des autres. Et puis, c'est ce qui est fou au Liban, avec cette société qui est multiconfessionnelle, c'est qu'en même temps, il y a une boîte à souvenirs qui est collective. Quelles que soient les différences, en même temps, il y a toujours cette libanéité qui semble vous souder.
et dans laquelle chacun se retrouve aussi. En étant le plus spécifique possible, bizarrement, ça trouve un écho le plus universel. Comme disait Johanna, c'est étonnant de voir comment les gens sont... qui ont vécu dans des circonstances complètement différentes, jamais de guerre, jamais d'utilisation d'armes, etc. Pourtant, connectent si bien avec ces thématiques, avec ces histoires de transmission. C'est universel, en fait. Et c'est ça qui est touchant. C'est aussi un travail sur... on va le dire post-Covid, on a tous été confinés, comme dans le film au début on l'est, du fait d'une tempête de neige au Canada, et on a tous été enclins à rouvrir nos archives. Et il y a une jubilation dans la découverte de certains éléments, de certains petits détails qui tout d'un coup ouvrent une boîte de Pandore, un sticker qu'il faut gratter pour que l'odeur ressorte. Mais il y a des larmes aussi, et on l'entendait dans cet extrait. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette empreinte nostalgique qui reste sur ces images, sur ces souvenirs, sur ces photos, d'une époque qui était, somme toute, même dans la guerre, belle, de cette jeunesse-là, en fait, que vous avez vécue, de cet élan de vie que vous avez pu ressentir. C'est Wajdi Mouawad, le directeur du Théâtre de la Colline à Paris, qui a mis en scène tout Sophocle et récemment Oedipe à l'Opéra de Paris, qui nous disait « Sophocle est le plus grand auteur libanais ». Dans ses tragédies, il a tout dit, tout écrit de la souffrance d'un peuple, avec cette idée d'universel que vous venez d'évoquer, Khalil Jorej. Quel est le plus grand cinéaste libanais, alors, si Sophocle est le plus grand auteur libanais? Waouh. Ça dépend des jours, des humeurs et des moments. C'est compliqué de dire ça parce qu'en fait, le cinéma libanais, bien sûr, il a formé un imaginaire. Donc, cet imaginaire, il s'est formé de tant d'images. C'est justement, il est très présent en France, par exemple. On voit bien combien les gens connectent avec l'histoire du Liban. Les années 80, ça a été très présent. Je dirais qu'il y a tant d'imaginaires et ce serait un peu injuste d'en citer un cinéaste. Mais évidemment, il y a eu des générations de cinéastes et je crois que les plus grands cinéastes libanais, ce sont ceux qui, aujourd'hui, continuent de faire des films, malgré tout, avec des budgets minuscules, avec des situations extrêmement difficiles, où on n'a quand même pas d'électricité très souvent, enfin, 90% du temps, et les gens s'accrochent et continuent de produire des images. Donc, si je veux rendre hommage à des cinéastes, je dirais ça. Et que peut le cinéma? On parlait de cette fibre artistique, c'était déjà la question qui avait surgi dans vos têtes à l'été 2006, quand la guerre avait éclaté au sud du Liban. Et cette question, vous aviez tenté d'y répondre dans ce film « Je veux voir » avec Catherine Deneuve, qui revenait avec votre acteur fétiche, Rabi Mroué, sur les ruines aussi de ce conflit et de ceux qui les avaient précédés en parcourant cette région depuis Beyrouth. Le cinéma déjà fixait des images. Je vous propose d'écouter les mots de Lamia Ziadeh, vous la connaissez. Elle parle des archives. Elle est l'auteure libanaise de Bye Bye Babylone et de Ô nuit, ô mes yeux. Elle dit quelque chose dans cette archive-là, dans cet extrait sonore, qui m'a surprise. Écoutez. C'est un peu une de mes passions, les archives, notamment liées à Beyrouth, au Liban et plus largement au monde arabe. Et c'est pas dans la culture arabe, l'archivage et de répertorier les choses et d'organiser ça, des centres de recherche et tout. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à faire des recherches parce qu'en gros, il y a rien. Donc j'ai dû même aller rencontrer des descendants de ces chanteurs, etc., pour en savoir plus, essayer de glaner quelque chose. Mais c'est très difficile Il y a les journaux qui ont leurs archives, mais sinon, par exemple, au moment où j'ai fait le livre, les archives de la Bibliothèque nationale du Liban à Beyrouth étaient dans des caisses depuis la guerre. Encore, c'était même pas ressorti des cartons. Il n'y a pas de tradition de l'archive au Liban, Khalil, Johanna? C'est un peu plus... en fait, si, il y a une tradition de l'archive. Il y a même il faut imaginer que nous sommes dans un état déliquescent. Donc, beaucoup d'institutions n'existent pas, ce qui peuvent permettre une permanence des collections, on va dire. Mais
on va partir pour essayer d'expliquer la situation. On a un problème non pas avec la mémoire et les archives, mais plutôt avec l'écriture de l'histoire. Donc on trouve énormément d'archives, mais elles ne sont pas forcément bien indexées, pas forcément bien conservées et transmises. Alors c'est ce que fait votre film d'une certaine manière, il les indexe, ces images, tous ces différents régimes d'images et de sons qu'on retrouve dans ce film. Oui, en fait, on les archive et on les retravaille, en fait, parce que c'était aussi l'idée de faire des expérimentations artistiques, de les transformer. Mais c'est vrai que tout le monde a des archives personnelles assez fortes. Oui, il n'y a pas de problème de mémoire à proprement parler. On le voit d'ailleurs dans la somme qui avait des cahiers, des photos. Ce qui est plus compliqué, c'est à partir d'où on raconte ces histoires. Quelles quel fil on peut tirer et quelle perspective on peut tirer. Il n'y a toujours pas de livre d'histoire des conflits contemporains au Liban. On ne s'entend pas sur cette histoire. Et quelque part, le cinéma, si on revient sur les pouvoirs du cinéma, c'est peut-être cette tentative d'essayer de créer cet espace commun, cet espace, puisqu'on n'a pas d'espace public, de créer cet espace, cette expérience commune où on va ressentir ensemble, respirer ensemble pendant un moment une perspective historique. L'an passé, Lamia Ziadé publiait Mon port de Beyrouth chez POL. C'était le récit de son traumatisme personnel à elle après l'explosion qui a ravagé le port de la capitale et les quartiers environnants. Ce port, et vous le racontez, on le voit dans le film, c'est aussi pour vous une géographie personnelle et intime. Qu'est-ce que vous avez perdu dans l'explosion du port de Beyrouth ? On a perdu notre studio qui était juste à quelques centaines de mètres, notre appartement. Tout ça a été totalement détruit. Dans le studio, il y avait beaucoup d'œuvres artistiques qui ont... surtout les œuvres un peu qu'on a fait à nos débuts, des archives, ça a été totalement soufflé. Moi, j'étais pas loin et je suis passée sous la table pour... Voilà, j'ai entendu un bruit, je me suis jetée sous une table et tout a explosé autour de moi. Je crois que ce qu'on a perdu, ça peut être raconté comme ça. Mais aussi, on peut dire que c'était l'échelle de ce qui a été détruit est inimaginable. Un tiers d'une ville soufflée en un instant. Et beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Plus de 6000 blessés, 200 morts. Et ça, en fait, je le rappelle parce que l'échelle est tellement importante qu'en fait, on a perdu, je crois, quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que on a été dévasté et on est encore sidéré par ce qui s'est passé. Et cette sidération ne passe pas. Ce qui est hallucinant, malgré ce qu'on pourrait penser qu'on a perdu, on se sent privilégié par rapport à d'autres. Et c'est ça qui est le plus terrible. Memory Box, votre film, Khalil Jorej et Johanna Hadji-Thomas sort en salle demain. Merci beaucoup d'être venu nous en parler autour de cette grande table culture. Merci. Merci.